Bonjour Stéphane Mala, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui à l'ENS pour parler notamment de sciences des données. Je vais commencer par vous présenter. Vous êtes mathématicien, spécialiste notamment du traitement des données, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Sciences des données. Vous êtes diplômé de l'école polytechnique, de l'école nationale supérieure des télécommunications, de la University of Pennsylvania, qui fait partie de l'Ivy League. Et puis, vous avez, entre autres, travaillé sur le traitement du signal. Vous avez aussi enseigné à New York, au MIT, à Polytechnique, à l'ENS. Et vous avez encadré plus de 20 thèses. Vous êtes Grand Prix Sciences de l'information, prix Blaise Pascal de l'Académie des sciences, médaille de l'innovation du CNRS, pour ne citer que ces prix. Vous avez aussi créé une start-up, Let It Way, et vous avez entre autres eu d'autres initiatives, notamment l'initiative Agir pour l'éducation, sur laquelle on aura peut-être l'occasion de revenir. Je cite, avant de vous poser les premières questions, deux ouvrages. Une exploration des signaux en ondelettes aux éditions de l'École Polytechnique en 2000, et puis Wavelet Tour of Signal Processing aux éditions Elsevier en 2008, et puis également vos leçons inaugurales du Collège de France, Sciences des données. Vous êtes aujourd'hui avec nous pour parler de sciences des données, de big data, d'intelligence artificielle ou encore de deep learning. Voici ma première question. Quelle est, selon vous, la définition de l'intelligence artificielle? Alors d'abord, bonjour, merci de m'accueillir. La définition de l'intelligence artificielle, en fait, je vais prendre la définition classique qui a été introduite par euh, Minsky au moment où il a introduit ce mot intelligence artificielle. Ça consiste à résoudre avec des ordinateurs des problèmes que l'homme est capable de résoudre avec son intelligence. C'est-à-dire des problèmes, ça peut être reconnaître des images, ça peut être parler, échanger, faire de la musique, être capable de manipuler des objets, etc. Donc d'une certaine manière, c'est tout ce que l'homme est capable de faire, tout, et d'être capable de faire ça avec un ordinateur. Très bien. Alors, on va commencer par un premier jeu de questions qui sont un peu des questions introductives, de vulgarisation. La première qui a beaucoup intéressé les étudiants, c'est peut-on comparer l'intelligence artificielle dont on vient de parler avec l'intelligence humaine? Et si oui, l'une est-elle plus performante que l'autre? Est-ce que c'est comparable? Alors oui, je pense qu'on peut les comparer. Il y a eu beaucoup de réflexions depuis l'Antiquité sur la nature de l'intelligence humaine, quelle est la nature même de la connaissance. Toute la théorie de la connaissance en philosophie tourne autour de ça. Et il y a des écoles complètement opposées, à nouveau depuis l'Antiquité, entre Platon, Aristote, jusqu'aux époques, disons, 17e, 18e siècle, où vous avez des approches plus rationnelles, comme Descartes, Leibniz, qui, eux, voient l'intelligence comme étant, ou l'acquisition de la connaissance, le résultat euh, euh, de processus logiques de déduction, alors que de l'autre côté, vous avez une vision beaucoup plus empirique qui remonte à Aristote et tous les Anglais, philosophes comme Hume, Locke, où ils voient la source de connaissance comme étant les sens, et donc la connaissance émerge de cette expérience empirique, et donc c'est plus un phénomène de déduction, mais d'induction, c'est-à-dire on passe de cette connaissance empirique à des hypothèses qu'on essaye de vérifier. Et on retrouve exactement la même chose en intelligence artificielle. Dans les années 60, l'intelligence artificielle, 70 était essentiellement vue comme des processus logiques de déduction, c'est ce qu'on appelait les systèmes experts, alors que depuis maintenant les années 2000 et tout ce qu'on appelle l'apprentissage statistique est beaucoup plus un processus d'induction où on part de données, de masses de données, et c'est à partir de ces masses de données, mais aussi à partir d'a priori, que on construit la connaissance. Et donc, il y a un parallèle qui est très frappant, et ce parallèle qui est très frappant, on le voit aussi dans les algorithmes. Maintenant, les réseaux de neurones, ils sont inspirés de modèles biologiques, et même les réseaux de neurones profonds, on voit la correspondance avec ce qui peut se passer dans le cerveau. Donc, il y a un lien qui est très fort. Maintenant, très clairement, l'intelligence artificielle n'a pas les performances et ne fonctionne pas exactement comme l'intelligence humaine. Il y a des grandes différences en même temps entre les deux. Justement, vous venez de parler de réseaux de neurones. Quand on parle de sciences des données, on voit souvent revenir les terminologies de réseaux de neurones ou encore celles de deep learning. De quoi s'agit-il et comment cela fonctionne? Est-ce que vous pouvez revenir sur ces deux terminologies, s'il vous plaît? Alors, peut-être j'ai d'abord expliqué ce que c'est que les algorithmes d'apprentissage qui sont au cœur de l'intelligence artificielle. L'idée, un algorithme, c'est quoi? C'est une séquence d'instructions qui va être exécutée par un ordinateur, par exemple pour trier des noms.
Dans le cas des algorithmes d'apprentissage, l'algorithme n'est pas fixé à l'avance. Il y a des paramètres, donc des éléments qu'on va ajuster dans l'algorithme. Et ces éléments, ils vont être ajustés à partir des exemples d'entraînement. Donc, c'est quoi des exemples d'entraînement? Imaginez que vous vouliez reconnaître si dans une image, vous avez un chat ou un chien. Dans les exemples d'entraînement, on va dire cette image, c'est un chat. Cette image, c'est un chien, et on va vous en donner plein. Et l'algorithme va se configurer de manière à trouver les bonnes réponses sur les exemples qu'on lui donne. Et ensuite, évidemment, l'enjeu, c'est de trouver des bonnes réponses sur des exemples qu'il n'a pas vus, une nouvelle image de chat ou de chien. Donc, les réseaux de neurones, c'est une façon de résoudre ce problème. Et qu'est-ce que c'est? Un neurone, c'est une petite entité très simple qui va prendre en entrée des données, qui va leur associer à chacune un poids, ce sont les paramètres du réseau, il va multiplier l'entrée par le poids, il va sommer le tout, et la sortie, si elle est positive, elle passe, si elle est négative, elle est arrêtée, la sortie est zéro. Donc c'est une petite entité comme ça, très simple. Et ensuite, ces entités, on les met toutes les unes derrière les autres sous forme d'un réseau. On se retrouve avec un nombre de paramètres qui est énorme, c'est tous les poids sur chacune des branches qui correspond aux dendrites, d'une certaine manière, d'un vrai neurone. Et le problème, c'est d'ajuster ces paramètres de manière à ce qu'on ait que des bonnes réponses sur les exemples d'entraînement. Et donc, c'est ça, un réseau de neurones, c'est un algorithme qui va petit à petit apprendre à ajuster les poids de manière à trouver des réponses à des questions qui sont posées à partir de données. Une autre question qui nous intéressait beaucoup, c'est le fait que les masses de données augmentent très rapidement, notamment celles issues d'Internet. Elles posent des questions de surveillance de masse. Certains ont vu certains scandales avec la NSA, d'autres questions sur la reconnaissance faciale. Quels sont, selon vous, les impacts politiques de ces données de masse et de leur utilisation? Elles sont fondamentales. C'est clair qu'à partir du moment où vous avez énormément de données et vos propres données que vous distribuez, par exemple sur les réseaux sociaux, sur Facebook, etc., qui vont être utilisés par des algorithmes d'apprentissage, d'une certaine manière, ces algorithmes vous connaissent en partie et vous n'avez pas forcément envie que ce soit le cas. On peut prendre l'exemple évidemment qui est pris de façon classique en Chine où il y a des vidéos de surveillance absolument partout, donc vous êtes traqué et ce sont des problèmes politiques qui sont fondamentaux. Donc c'est aussi pour ça que je pense que c'est très important que les citoyens comprennent ce qu'il y a derrière tout ça pour décider à quel moment ces technologies deviennent négatives et coercitives politiques. Donc oui, c'est un enjeu très important. Alors, les évolutions en sciences des données semblent assez rapides également. Il suffit de voir la différence, par exemple, entre des téléphones portables sortis en 2005 qui ne servaient qu'à téléphoner et puis les smartphones actuels qui reconnaissent notre visage, par exemple, ou sont capables de répondre à des questions précises. Pensez-vous que ces évolutions vont continuer sur ce rythme très soutenu qu'on a pu observer sur les 15 dernières années, ou y a-t-il forcément une forme de plafond de verre, un essoufflement à prévoir dans ces innovations? Moi, j'ai tendance à penser que, en tout cas dans les années qui viennent, ça va s'accélérer. Pourquoi? Parce que, en fait, cette accélération qu'on voit depuis une dizaine d'années, elle vient des investissements absolument colossaux qui ont été mis, des milliards de milliards et des milliards et des milliards, pardon. Vous avez vu l'annonce de Trump d'un programme de 500 milliards pour l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle est maintenant une des 3 priorités en Chine, donc des investissements majeurs. Le nombre de chercheurs dans ce domaine explose. La dernière grande conférence devait y avoir 16 000 chercheurs qui avaient soumis des papiers, chaque papier faisant 10 pages. Ça veut dire 160 000 pages de recherche soumises juste pour une conférence, avec des très belles idées qui émergent. Et donc, j'ai jamais vu un domaine qui bougeait aussi vite. Vu les investissements et l'engagement de plus en plus de jeunes talentueux, j'ai tendance à penser que ça va s'accélérer. Alors, ça ne pourra pas s'accélérer indéfiniment, mais en tout cas, on n'est pas du tout dans une phase de plafonnement actuellement. D'accord. Un deuxième volet de questions porte un peu sur l'intelligence artificielle, les algorithmes. La première question, c'est, même si l'on peut dire qu'il y a plusieurs formes d'intelligence, la notion d'intelligence a souvent été associée à la logique. Avec l'intelligence artificielle, l'intelligence n'est-elle pas davantage une question de mémoire plutôt que de logique? Alors, je ne dirais pas que c'est une question de mémoire, mais c'est ce que j'évoquais au début, c'est une intelligence plutôt inductive. D'une certaine manière, quand on parle d'intelligence, on a tendance à penser à notre cerveau conscient. Mais de très loin, la plus grande proportion de neurones est dédiée à notre cerveau inconscient
Et d'une certaine manière, les algorithmes de réseau de neurones, c'est l'équivalent de processus de réseau de votre cerveau inconscient qui va être responsable à nouveau de la vision, de l'audition, éventuellement d'une partie du langage. Et toute cette partie-là, alors la question c'était, excusez-moi, Est-ce que l'intelligence artificielle, c'est davantage une question de mémoire qu'une question de alors, logique? oui, donc c'est à partir des données qu'émergent les résultats, mais vous avez raison de dire que d'une certaine manière, il y a ces réseaux, ils stockent beaucoup d'informations, donc c'est une forme de mémoire. Par contre, ce serait une erreur de penser, par exemple, qu'un algorithme comme ChatGPT, c'est, comme ça a été dit parfois, un perroquet stochastique, ce qui voudrait dire qu'il vous redonne simplement ce qu'il a stocké en mémoire. Non, c'est quelque chose qui véritablement généralise, c'est-à-dire produit du contenu qui n'a pas été stocké en mémoire. Euh, D'une certaine manière, si vous voulez avoir une image de ça, c'est vous stockez une valeur et une autre valeur, et entre les valeurs, ces deux valeurs, vous pouvez ce qu'on appelle interpoler, c'est-à-dire tirer une droite et sortir d'autres valeurs entre les deux. C'est un peu ce qui se passe quand vous avez beaucoup de données. Vous avez des exemples, et puis vous pouvez, à partir de ces exemples, en créer de nombreux qui sont complètement intermédiaires. Et comme vous avez tellement d'exemples, ça peut devenir extraordinairement différent et créatif. Donc, ce n'est pas que de la mémorisation. Ensuite, GPT-4, c'est de l'ordre d'1 trilliard de paramètres. Par exemple, pensez-vous que nous allons arriver à un moment où les innovations dans ce domaine seront tellement complexes qu'elles ne pourront plus être initiées par l'homme, mais qu'elles seront elles-mêmes formées par des machines? Oui, j'ai tendance à penser que c'est quelque chose qui peut se faire très graduellement. Euh, Quand on optimise un réseau de neurones, il y a par exemple la largeur, le nombre de neurones, la structure, etc. Et déjà, ce genre de choses, on le fait avec des expériences pour essayer de voir ce qui va donner les meilleurs paramètres, la meilleure architecture. Donc, très naturellement, on utilise déjà un algorithme pour fixer la structure. Maintenant, ça peut aller bien au-delà, parce qu'on voit bien que ces algorithmes d'intelligence artificielle ont des capacités, voire créatives, comme on a vu le cas donc, pour le jeu de Go, les échecs, mais dans beaucoup de cas. Et donc, on peut très bien imaginer que des algorithmes comme ça soient capables de créer des nouveaux algorithmes. Combien de temps il faudra pour que ça arrive au point où ces algorithmes sont plus performants que ceux imaginés par l'homme? Ça, j'en sais rien. Ce sera certainement pas à très court terme ou à court terme, mais c'est fort possible que ça arrive. D'autres questions vont porter désormais plus sur vos recherches ou sur votre métier de manière plus générale. Euh, la première, c'est, vous l'avez dit, Donald Trump a annoncé un plan de 500 milliards de dollars pour l'IA. Arthur Mensch, le PDG de Mistral AI, indiquait hier au micro d'une télévision française que la France n'était pas complètement en retard sur les questions d'IA et que même de nombreux chercheurs français s'exportaient notamment aux États-Unis. Où se situe selon vous la France par rapport à d'autres pays? Quel est notre niveau selon vous en intelligence artificielle ou en sciences des données? Alors, en ce qui concerne la recherche, je pense que la France a une position qui est très bonne. En particulier, c'est dû au fait qu'il y a une très bonne recherche en mathématiques et en informatique qui était là, indépendamment de l'intelligence artificielle, qui fait qu'il y a toute une communauté de chercheurs qui, naturellement, ont pu bouger dans ce domaine de l'intelligence artificielle. J'en fais partie. Et il y a d'excellents étudiants. Du coup, la recherche est de fait de très haut niveau. Euh, Là où il y a une faiblesse en France, c'est que on n'a pas de grandes entreprises comme ce qu'on appelle les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Microsoft, qui sont des entreprises qui ont des très gros laboratoires de recherche, qui peuvent mettre à la disposition des chercheurs des capacités de calcul qui sont considérables, qui fait qu'ils peuvent expérimenter des choses qu'on a beaucoup de mal à faire dans le milieu académique. Et donc, de ce point de vue-là, il y a malgré tout aux États-Unis des avancées qui peuvent être plus rapides que celles qu'on fait en France. Ceci étant, des instituts de recherche comme le CNRS essayent de faire en sorte que les chercheurs aient des bonnes capacités de calcul. Donc, et d'un autre côté, on a des très bonnes startups. Mistral est un exemple, il y en a d'autres. Donc, il y a un vivier de startups qui est très dynamique, il y a une bonne recherche. Le trou dans la raquette,
c'est les grandes entreprises qu'on apprend ce type. Alors, vos recherches ont notamment porté sur ce qu'on appelle le développement de la théorie des ondelettes. Pourriez-vous nous expliquer en quoi cela consiste, si possible en des termes compréhensibles pour des non-mathématiciens? Alors oui, je peux vous l'expliquer. Peut-être je vais le relier à la question qu'on discutait, qui est le fonctionnement des réseaux de neurones. Il y a un grand mystère dans les réseaux de neurones, c'est que vous prenez ces algorithmes de réseaux de neurones et vous pouvez les appliquer pour faire de la reconnaissance d'image, pour produire du langage, pour calculer l'énergie d'une quantique d'une molécule, pour prédire de la météo. C'est des problèmes qui n'ont strictement rien à voir. Donc la question, c'est comment ça se fait que cette même structure algorithmique est capable de résoudre tous ces problèmes. Ça veut dire que ces problèmes, quelque part, ont des choses en commun. L'autre surprise, c'est que ces problèmes ont des pensées horriblement complexes et impossibles à résoudre, et c'est capable de les résoudre. Donc ça veut dire que quelque part, ces problèmes sont structurels. Et un des éléments fondamentaux de cette structuration, c'est le fait qu'il y a des organisations hiérarchiques. En physique, vous avez les atomes, les molécules, les matériaux. À peu près dans le langage, vous avez une structuration depuis la lettre, les mots et les phrases, etc. Et j'en viens donc aux ondelettes. Qu'est-ce que c'est que cette théorie des ondelettes et ces outils mathématiques? C'est quelque chose qui permet de prendre une information qui est complexe et la structurer en informations à différentes échelles. En quelque sorte, vous prenez quelque chose qui est très détaillé et vous le décomposez en grandes composantes à grandes échelles, puis ce qui varie un peu plus rapidement, puis encore un peu plus rapidement, etc. Et vous allez pouvoir reconstruire comme des événements qui apparaissent à différentes échelles, tout comme des atomes, des molécules, etc. Et en faisant ça, on fait apparaître la structuration hiérarchique de l'information et on simplifie beaucoup l'analyse de l'information. Donc ça, à l'époque, on l'a beaucoup utilisé pour faire du traitement du signal et puis pour analyser des phénomènes physiques. Et maintenant, on les retrouve dans les différentes couches des réseaux de neurones. Alors, la question suivante porte cette fois-ci sur l'interdisciplinarité. On comprend tout à fait l'apport des mathématiques, de l'informatique ou encore des statistiques dans les sciences des données. Mais comment faites-vous pour intégrer aux enjeux, par exemple, l'intelligence artificielle et d'algorithmes, d'autres disciplines comme les sciences sociales ou les sciences cognitives qui entrent en jeu finalement dans les usages qui sont faits par les citoyens de l'intelligence artificielle ou des réseaux sociaux avec ces algorithmes? Alors, ça, c'est une très bonne question. Pour l'instant, il y a beaucoup d'applications. Les gens essayent d'appliquer l'intelligence artificielle pour essayer d'analyser des phénomènes sociaux, mais vous avez parfaitement raison. L'enjeu, c'est d'adapter ces outils aux besoins. Alors, quand il s'agit d'entreprises, ça devient un problème marketing, c'est-à-dire comment est-ce qu'on adapte le produit de manière à ce que vous ayez le plus d'utilisateurs possible. Et ça, ça fait. Quand il s'agit de développer des outils pour avoir un impact social positif, c'est un débat politique. C'est-à-dire que ça sort très largement des mains des chercheurs et ça devient un débat de citoyens, de politique, à quel niveau on impose des restrictions et le genre de développement qu'on permet de faire, par exemple dans le domaine médical ou pas, suivant des problématiques de personnalisation de données. Donc, la réponse à ça, c'est je vous la retournerai, comment vous vous engagez vous-même pour vous assurer que effectivement ce genre d'outils vont être utilisés à bon escient. D'accord. Alors, pour les étudiants qui auront le plaisir de découvrir vos cours au Collège de France sur YouTube, ils découvriront sûrement la notion de malédiction de la dimensionnalité ou de malédiction de la grande dimension. De quoi s'agit-il? Alors ça, c'est le problème de cœur, finalement, qui est derrière l'intelligence artificielle. Si vous prenez un problème typique, par exemple une reconnaissance d'image, vous avez un tableau de noms, c'est les points de l'image, ce qu'on appelle les pixels, et typiquement, vous avez 1 million de pixels dans une image. Donc ça veut dire 1 million de variables qui peuvent changer suivant la couleur des différents points de l'image. Et maintenant, à partir de ces 1 million de pixels, vous voulez en déduire une information. Est-ce qu'il s'agit à nouveau, par exemple, d'un chien, d'un chat, d'un cheval? Donc, vous pouvez voir le problème comme calculer une fonction qui va prendre ce million de variables et lui associer la réponse, le chien, le chat ou autre. Cette fonction, parce qu'elle dépend d'énormément de variables, il y a l'espace de toutes ces fonctions, de tous ces possibles est énorme. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que pour apprendre cette fonction,
pour apprendre cet algorithme qui va trouver la réponse, eh bien, le nombre de possibilités explose, on appelle exponentiellement, avec le nombre de variables. Et ça s'appelle la malédiction de la dimensionnalité. Donc, si vous vous retrouvez face à la malédiction de la dimensionnalité, si vous avez simplement, disons, chaque variable peut prendre 10 valeurs possibles et vous en avez 80, 80 c'est une toute petite image, ça vous fait 10 à la puissance 80, et 10 à la puissance 80, c'est plus que le nombre d'atomes de l'univers. Ça veut dire qu'il vous faudrait un nombre d'images plus grand que le nombre d'atomes de l'univers pour pouvoir identifier cette fonction. Qu'est-ce qui permet de contourner ce qu'on appelle cette malédiction de la dimensionnalité, cette explosion des possibilités? C'est le fait qu'il y a de la structure. Et ce que les réseaux de neurones arrivent à faire, c'est découvrir la structure. Et ce qu'on essaye de faire en tant que mathématicien, c'est de comprendre la nature mathématique de la structure. Et c'est là qu'il y a ce lien avec ces organisations hiérarchiques et d'autres propriétés. D'accord. Alors, la prochaine question, vous allez voir, est peut-être un peu étonnante. On l'a posée à tous nos intervenants jusque-là. C'est si vous aviez la possibilité, dans votre discipline, d'avoir la réponse à une question, n'importe laquelle, laquelle serait-elle? La première à laquelle je pense, c'est lié à ce dont j'ai parlé, c'est quelle est l'essence mathématique de cette structuration qui fait que on peut résoudre de la même façon un problème de chimie quantique, un problème de production de langage et des problèmes de reconnaissance d'image ou de son. Et ça veut dire quoi? C'est quelle est l'essence intrinsèque qui relie tous ces problèmes qui sont des problèmes d'acquisition de la connaissance. Ça, ce serait un rêve d'arriver à spécifier mathématiquement ce type de structuration, et c'est vers ça qu'on avance à notre toute petite échelle. On sait que c'est possible dans un futur proche. On sait que c'est possible au sens où ces algorithmes arrivent à le faire. Donc, quelque part, il y a une réponse, oui. Futur proche, les mathématiques, ça avance très doucement. Donc, et en tout cas, beaucoup plus doucement que l'expérimentation et l'algorithmique. Donc, non, j'irai pas jusque-là. D'accord. Je vais vous poser 3 questions pour terminer, 3 questions de conclusion. Alors, l'intelligence artificielle permet déjà en partie de faire de la prédiction de valeur, de générer des images, comme vous l'avez dit, de faire même des diagnostics médicaux, voire de construire des voitures autonomes. Quelles sont, selon vous, les prochaines avancées de l'intelligence artificielle, ce que pourra faire l'IA dans les années à venir, notamment avec les avancées en informatique quantique, etc. Alors, je ne lirai pas à l'informatique quantique, mais il y a deux domaines où je pense qu'il va y avoir des domaines spectaculaires. La première, elle est liée à la robotique. On voit maintenant, il y a de plus en plus de robots qui deviennent des robots autonomes avec des algorithmes d'intelligence artificielle embarqués. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces robots, ils vont dans le monde, ils acquièrent des données nouvelles et ces données nouvelles, elles sont utilisées par des algorithmes d'apprentissage. Alors que maintenant, on utilisait essentiellement de l'information qui était d'une certaine manière produite par l'homme qui est sur Internet, vous allez avoir énormément de nouveaux senseurs avec la possibilité d'interagir avec le monde. Et là, ça risque de produire une explosion de capacités nouvelles sur ces algorithmes d'intelligence artificielle, outre les applications très nombreuses, positives pour l'aide à la personne, à des personnes âgées, et beaucoup moins positives pour l'armement, etc. Donc là, évidemment, il va y avoir... Et ça, je pense que c'est juste devant nous. Et ça commence à partir. Un deuxième exemple que moi je trouve intéressant, c'est ce qui est en train de se passer sur les démonstrations en mathématiques. Alors pourquoi? Parce que c'est déjà très étonnant de voir que des algorithmes comme ChatGPT sont capables de faire des démonstrations, voire assez sophistiquées, sauf qu'ils font des erreurs et des erreurs très grossières. Maintenant, ce qui est développé, c'est des systèmes où vous avez d'un côté ce genre d'algorithme avec un phénomène d'induction, et de l'autre côté, des algorithmes informatiques qui font de la vérification de preuves, qui fonctionnent avec de la logique. Et donc, vous avez l'interface entre un raisonnement de déduction et un raisonnement d'induction qui commence à ressembler un peu à ce qu'on peut avoir avec un cerveau inconscient et un cerveau conscient. Et ça, ce sont des développements qui sont très intéressants. On voit que les performances, les preuves s'améliorent considérablement. Maintenant, ce genre d'algorithmes sont entre la médaille d'argent et la médaille d'or aux Olympiades internationales, donc c'est vraiment un bon niveau. Et il y aura des questions assez fascinantes sur cette interface et peut-être un moment où on comprendra un peu mieux le rôle du cerveau. Alors, une avant-dernière question. Pensez-vous que les formes d'intelligence artificielle
pourront faire de grandes découvertes scientifiques ou elles ne remplaceront jamais de grands scientifiques à l'image d'Einstein, Newton ou Marie Curie? Alors, je pense que dire jamais dans ce domaine, c'est une garantie de se tromper, parce que on s'est tous trompés quand on essayait de faire des prédictions sur combien de temps ça prendrait pour faire de la reconnaissance d'image, du langage, etc., ou le fait même que ce soit possible. Moi, franchement, je ne vois pas de barrière fondamentale pour qu'il y ait des algorithmes qui fassent des découvertes scientifiques majeures. Pourquoi? Parce que l'enjeu, d'une certaine manière, c'est la créativité. Or, la créativité, on le voit à nouveau, j'ai pris ces exemples du jeu de Go, c'est le résultat d'un côté de générateurs de nombres aléatoires qui vous poussent dans des zones de l'espace que vous n'avez jamais explorées, et de l'autre côté, une forme de filtrage, c'est-à-dire une connaissance a priori qui fait que vous n'allez pas vous balader à partir de ce saut aléatoire n'importe où, mais vous allez suivre un chemin qui est à peu près raisonnable, un peu comme vous-même, vous allez devenir créatif parce que vous avez eu des contacts avec des nouvelles personnes, des nouveaux événements, et puis vous apportez votre personnalité, votre savoir. Ce genre de choses, on le trouve. À partir du moment où ça existe, pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas être utile pour faire avancer la science? Je ne vois pas de raison. À nouveau, on n'est pas du tout là, c'est-à-dire que les algorithmes sont absolument pas capables à ce stade de faire ce genre de choses. Ils sont capables de découvrir des nouvelles molécules, découvrir des nouveaux matériaux, donc des choses nouvelles, mais on n'en est pas du tout à la création de nouvelles théories. Et qui sait? Et une dernière question, cette fois-ci. Certains experts, comme l'ancien responsable du développement de l'IA chez Google, Geoffrey Hinton, notamment prix de Turing 2019, déclarent s'inquiéter énormément au sujet de l'IA. Ils disent que son développement se fait sans tous les contrôles requis, que ça représente un danger pour l'humanité. Quel est votre regard sur ces inquiétudes? Moi, je pense que ces inquiétudes, elles sont réelles, c'est-à-dire que c'est une technologie qui est extraordinairement puissante. Donc, il y a cette angoisse de la singularité. Est-ce qu'il y a un moment où on va avoir des algorithmes qui sont plus puissants que l'homme et qui ferait que ça puisse amener à des catastrophes? Moi, j'ai tendance à penser que la société humaine aura la capacité d'adaptation. Mais ça veut dire qu'il faut vouloir le faire. Et je peux vous prendre un exemple, c'est imaginez-vous en 1945, avec les explosions des bombes atomiques, en train d'essayer de prédire le futur de l'Europe. Vous êtes a priori sûr que dans les 20 ans, l'Europe va exploser dans une guerre nucléaire, parce que sur les 2000 dernières années, il y avait une guerre en Europe tous les 20 ans. Or, le fait même que tout d'un coup, il y ait ces armes nucléaires fait que on a dû s'adapter et il y a moins de guerres, et en tout cas, moins de guerres en Europe, bien que on voit ce qui est en train de se passer en Ukraine. Ça veut dire qu'il y a une boucle d'adaptation, et cette boucle d'adaptation, ceci étant, il faut la travailler, c'est là où le rôle des citoyens est important. On a tendance à oublier cette boucle d'adaptation qui fait qu'on peut avoir une vision extraordinairement pessimiste, comme celle que je donnais pour le nucléaire. Ceci étant, je pense que la vision pessimiste, elle a quand même un rôle, c'est le rôle d'alerter et de dire attention, il faut s'adapter, sinon il peut y avoir une catastrophe. Merci beaucoup, c'est aussi pour ça qu'on souhaitait vous inviter aujourd'hui pour aborder ces enjeux d'intelligence artificielle et même les enjeux éthiques politiques qui sont autour. Je rappelle pour terminer deux ouvrages, donc A Wavelet Tour of Signal Processing et Une exploration des signaux en ondelettes, dont on mettra les liens dans la description de la vidéo. Également la leçon inaugurale au Collège de France. Qui est plus facile à lire, hein, parce que les deux autres, c'est vraiment des bouquins de maths. D'accord, alors c'est plutôt voilà. 2019 aux éditions Fayard. On vous remercie de nouveau d'avoir été présent avec nous et nous avoir répondu, c'était passionnant. Merci. Je vous remercie pour votre invitation. Merci beaucoup.